Bonjour à tous. Ça marche? Oui. Ouais. Bonjour. Alors oui, on va commencer une discussion autour de l'écran d'épingle. On s'est dit avant de commencer qu'on allait, pour commencer, qu'on allait parler un peu de comment on est arrivé à pouvoir faire des films sur écran d'épingle. Et donc ça a commencé par une formation organisée par le CNC suite au rachat de l'Épinette, qui est un écran d'épingle. Ouais, on peut lancer le, je sais pas, reconnecter Voir les images. l'ordinateur. Je sais pas si on doit faire quelque chose de notre côté. C'est nous qui devons appuyer là ou... Je d'accord. Ah voilà. On apprend. Donc ça a commencé avec Jean-Baptiste Garnero et Sophie Le Tétour, Jean-Baptiste est dans la salle, en 2015, je sais plus. Il ne faut jamais me demander des dates. Non, moi aussi, je suis nul. Donc ils ont racheté l'écran avant, l'écran qui était en train de s'abîmer dans un... À Montréal. C'était à Montréal, non. À Montréal? Non. Non, l'Épinette, il était où, Jean-Baptiste? Dans un garage à Paris. Donc il s'abîmait. Ils l'ont racheté et ils l'ont fait restaurer par Jacques Drouin et Michel Lemieux, qui sont des Canadiens et des Québécois et qui utilisent l'écran qui est à Montréal. Alors Michel a fait un film sur cet écran. Elle a été formée pour travailler sur cet écran par Jacques Drouin. Et à un moment, Jean-Baptiste Garnero est venu nous voir, je sais pas, enfin en tout cas a lancé un appel pour que certains réalisateurs, ils ont fait une sélection de réalisateurs qui voulaient aussi se former sur l'écran d'épingle d'Alexeïev, qu'ils avaient racheté et restauré donc. Et donc il y a eu une sélection on était 8, je crois, de 8 réalisateurs et réalisatrices. Et on a fait un stage de 3 jours avec Michel Lemieux à Annecy. Et pourquoi un stage? Pour se former. Parce que non seulement il fallait effectivement apprendre à utiliser l'écran. Bon, après on verra que chacun a sa propre utilisation de l'écran, qu'il n'y a pas une façon de faire unique pour travailler sur cet écran, mais surtout parce que c'est aussi un objet de musée en fait, hein, et qu'il fallait aussi apprendre à en prendre soin. C'est ça. Et l'Épinette sur lequel on travaillait est le dernier écran qu'Alexeïev et Parker ont fabriqué dans les années 70, 78, je crois. Je regarde Jean-Baptiste, c'est pas notre fort les dates. Donc voilà, c'est quand même un objet impressionnant quand on est en face de lui, parce qu'on se dit, oulala, il faut surtout pas que je l'abîme, c'est vraiment une pièce de musée. Et en même temps, la volonté du CNC, c'est que ce soit pas une pièce de musée, c'est qu'on puisse faire des films dessus. Exactement. Et c'est à la fois une pièce de musée. Oui, c'est un objet qui est un objet mythique pour les gens qui font de l'animation, en plus, qui ont vu le film d'Alexeïev qui s'appelle Une nuit sur le Mont Chauve et qui a été... je pense qu'il y avait beaucoup d'animateurs qui rêvaient de faire des choses sur l'écran d'épingle, quoi, de pouvoir accéder à cet outil. Et alors, instrument plutôt. Cet instrument, ouais. Et alors, Alexeïev était graveur, Claire Parker était artiste et ingénieur, donc ensemble, ils ont conçu l'écran d'épingle. Et je pense que ce que voulait faire Alexeïev, c'était de la manière noire, donc c'est une technique de gravure, donc de la manière noire animée. Donc normalement, de la manière noire, ça se fait sur des plaques de cuivre, on fait plein de petits trous avec un outil qu'on appelle un berceau. Sur cette plaque, donc elle devient trouée de partout, et après avec un autre outil on vient appuyer sur ces trous, ça les écrase, et là où on a appuyé, l'encre ne va pas accrocher, enfin quand on essuiera la plaque, et du coup ça fera du blanc. Donc c'est vraiment dessiné, venir redécouvrir la lumière dans une plaque qui est noire au départ. Et je pense que c'est vraiment le plus proche de ce qu'est l'écran, parce qu'on compare souvent ça à de la gravure, mais je pense que c'est vraiment pas n'importe quelle gravure, parce que autant on peut travailler, c'est un outil, enfin un instrument, on va prendre ce terme-là parce que c'est plus un instrument qu'un outil, mais c'est un instrument qui est incroyable justement pour travailler le noir et blanc et puis la lumière et faire venir des lumières, parce que par exemple la gravure, si on prend par exemple juste la pointe sèche ou bien l'eau forte ou des choses comme ça va creuser des traits facilement, alors qu'avec l'écran d'épingle, faire des traits sur l'écran d'épingle, c'est ce qu'il y a de plus difficile.
Donc on est plus dans une recherche de lumière et de noir et blanc que dans un travail du trait, quoi. Ouais, on vient sculpter des formes en ombre et lumière. Alors là, c'est des images de Benjamin Becquet que j'ai trouvées sur Internet, mais c'est un exemple de manière noire. Et là, c'est des images tirées du film Nuit sur le Mont Chauve. Donc on voit vraiment cette recherche d'explosion de lumière. Ouais. Et le côté de manière noire où on écrase la matière pour retrouver le blanc correspond complètement à l'écran d'épingle où on va on n'écrase pas les épingles, mais on réenfonce les épingles pour retrouver du blanc aussi quand on a... Voilà, mais on va vous expliquer un peu plus. Ouais. Et du coup, plus on va appuyer fort sur ces épingles, plus on va aller vers le blanc. Et si on les caresse à peine, on a un gris foncé, un gris moyen. On a toutes les nuances de gris, comme pour la manière noire, où effectivement, plus on va appuyer fort, moins on va appuyer fort, plus on va avoir des gris, des nuances de gris aussi. Importante que celle qu'on peut avoir sur l'écran d'épingle. C'est ça, ouais. Il y a vraiment faut maîtriser l'outil, l'instrument. Et alors juste pour ceux qui connaissent pas l'écran, il y en a peut-être dans la salle, l'écran d'épingle est constitué de 270 000 tubes qui sont coincés dans un cadre métallique. Ces tubes sont blancs. Dans chaque tube, il y a une épingle. Et quand on fait sortir une épingle, les épingles sont 5 mm plus grandes que les tubes. Et quand on fait sortir une épingle, l'épingle projette une ombre sur la tranche des tubes. Parce qu'il y a une lumière qui arrive à 45 degrés et qui va projeter, 45 degrés, en gros. Qui va projeter une ombre. Et en fait, du coup, le noir est fait de cette trame constituée par les ombres qui sont faites par l'épingle qui sort complètement, qui sort qu'un petit peu, voilà. Et c'est pas la tête d'épingle elle-même qui fait le noir, mais c'est vraiment l'ombre que l'épingle projette. Et quand toutes les épingles sont enfoncées, là on a effectivement du blanc avec un petit point noir au milieu, mais comme l'écran est assez grand, on voit pas le point. On le sent le point noir, mais oui, ça fait une petite matière, mais ça fait une matière, blanc. Ça fait une matière grise. Matière grise, ouais. Et là, on a une série de photos où on s'éloigne petit à petit de l'écran. Là, c'est légèrement vu de profil, donc on voit un petit peu les têtes d'épingle. Après, on s'éloigne encore. Parce qu'il faut dire que quand comme l'appareil photo est pile poil en face de l'écran, on ne voit pas le relief du tout. On a l'impression que c'est plat. Mais nous, quand on travaille quelque chose qui est en relief en réalité, puisque c'est ces épingles qui s'enfoncent, qui sortent et qui s'enfoncent. Et quand on se met un peu sur le côté, on peut voir le relief. On peut revoir le relief des aiguilles. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on voit quand on avec l'appareil, ouais. Sauf si on s'amuse effectivement. Je crois que Alex Michel Lemieux l'a fait de se décaler un petit peu et à ce moment-là de montrer cette matière. Et c'est aussi ça qui est étonnant dans l'écran d'épingle, c'est ce mélange de choses qui sont à la fois en relief pour donner un résultat qui est complètement à plat, quoi, en fait, qu'on ne voit pas en relief. Ouais. Alors on travaille dans une salle souvent assez sombre et assez fermée. Il ne faut pas qu'il y ait trop de courant d'air, il faut que la pièce soit sèche. Il faut qu'elle soit très chaude parce qu'il faut chauffer l'écran d'épingle pour pouvoir faire coulisser les épingles dans les tubes de caoutchouc. Les tubes de caoutchouc se rétractent ou se dilatent en fonction de la chaleur, ce qui fait que quand l'écran est trop froid, on ne peut plus travailler parce que l'aiguille ne glisse plus. Donc le dernier truc que j'ai fait, là je sais pas, je pense que Pierre-Luc a éteint les lumières, mais moi je travaillais avec 600 watts 600 watts pour chauffer l'écran et 600 watts pour éclairer. Donc c'était 1800 watts. Oui, mais j'avais pareil. Non, là on le voit pas. Ah oui, non, là on le voit pas. On voit pas les lumières, mais il fait très, très chaud dans les salles dans lesquelles quand on travaille sur l'écran d'épingle. Oui, il y a deux écrans qui servent de radiateur pour chauffer deux projecteurs qui servent de radiateur pour chauffer l'écran et un qui vient juste éclairer l'écran par devant. Ouais. Et ceux de derrière, on les éteint au moment de la prise de vue. Ça, ce sont les outils. Alors, c'était pendant le stage de 3 jours, les outils que Michel Lemieux nous avait demandé d'amener. Parce que très souvent, on peut faire des films en venant appuyer des objets sur l'écran ou en venant les frotter. Et donc, ça crée des motifs, des formes. Comme le verre, là, qu'on voit, voilà, il y a des choses en verre.
tout ce qui a un relief dans les outils va pouvoir s'imprimer sur l'écran. Hein, mais surtout, on ne peut pas travailler vraiment avec les mains, parce que c'est des aiguilles, enfin, c'est pas des aiguilles qui piquent beaucoup, mais quand même, c'est des aiguilles. Et en plus, il y a beaucoup comme les aiguilles sont serrées par le cadre, il y a beaucoup de pression. Et plus on veut faire des choses grandes, plus il y a de la pression. C'est-à-dire qu'à la limite, si on enfonce juste le doigt, on peut, mais c'est absolument impossible de faire un trait avec le doigt. Il faut qu'on ait un outil pour faire ce trait. Et si on veut enfoncer toute la main, par exemple, comme les jeux qu'on peut voir où on enfonce la main puis on a un relief qui apparaît dans des jeux pour enfants. Mais nous, on ne peut pas enfoncer la main dans l'écran d'épingle parce qu'il y a une résistance et il y a d'autant plus de résistance que l'objet qu'on veut enfoncer est important. Et puis ça serait, je pense, très risqué de venir appuyer la main. Je pense qu'on risquerait de casser l'écran parce que les tubes entre eux ne sont pas collés. Moi, je n'oserais pas appuyer très fort au milieu de l'écran, de peur que d'un seul coup tout sorte. Moi, j'ai osé, mais ça... C'est vrai? Non, j'ai jamais osé. Jean-Baptiste, il hoche la tête. Mais... Non, mais c'est vrai qu'on a eu un accident il n'y a pas longtemps, quand je travaillais la dernière fois sur l'écran. J'ai appelé Jean-Baptiste et Sophie parce que tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait un... Alors, je ne sais pas à quoi c'était dû, mais il y a un morceau qui commençait à... un coin qui commençait à partir, quoi. Et effectivement, on enfonce et tout d'un coup, on a l'impression que plus rien ne tient. Donc, il y a eu une restauration très anxieuse de la part de Jean-Baptiste. Et j'avais rien fait, hein. C'était pas... j'avais pas... Ici, ce sont des outils qu'Alexia Parker utilisait. Donc, il y a certains rouleaux avec des petits clous. On a des instruments de torture, mais ça permet de faire des petits points blancs ou des petits points noirs selon le côté. Ouais, des étoiles. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on enfonce d'un côté. Alors, quand tout est enfoncé par l'arrière et qu'on a les aiguilles devant nous, quand tout est enfoncé, c'est tout noir. Et quand on enfonce de l'autre côté, c'est tout blanc. Mais quand on fait de l'animation, on travaille des deux côtés de l'écran. Donc si on enfonce côté noir, enfin devant nous, on va récupérer du blanc, et si on enfonce de l'autre côté, on va récupérer du noir. Là, c'est un exemple avec une fourchette, il appuie, c'est la main d'Alexeïev, et du coup, il obtient du blanc, il retrouve la tranche des tubes, et donc ça fait surgir le blanc. Et donc, avec une fourchette, on peut créer ce genre d'effet. Moi, j'ai très peu utilisé l'empreinte en soi. J'ai beaucoup utilisé ce genre de petits outils qui sont du verre ou du jade. Donc, je les utilisais vraiment comme un outil de dessin. Donc, je venais frotter l'écran comme on ferait un trait. Et puis, selon la pression que je mettais, je pouvais tout de suite avoir du blanc. Parce que j'appuyais fort, ou si j'appuyais très peu, c'est ce qu'expliquait Florence, je pouvais avoir un gris clair, gris foncé. Enfin, c'est vraiment... Au bout d'un moment, on apprend à maîtriser cette pression. En travaillant toujours pareil, à la fois devant, devant et derrière. Donc, on aura une photo de toi, de Florence, qui a la main derrière, justement, parce que c'est vraiment un geste. Et il faut aussi des fois dessiner de la main gauche ou de la main droite. On tourne un peu autour de l'écran. C'est très physique. C'est très physique, ouais. Déjà la chaleur. Déjà. Et puis après, effectivement, on est tout le temps en train de passer les mains sur le côté, derrière, devant. Voilà. Ouais, moi j'étais sur une petite chaise à roulettes et j'étais sans arrêt à moitié assis, à moitié debout. Enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose où on est obligé de tourner autour de l'écran et de l'attraper dans tous les sens. Parce qu'il est grand comme ça. Ouais. Donc effectivement, quand on passe la main par derrière, on n'arrive pas jusqu'à l'autre bout. Donc effectivement, de temps en temps, on est obligé de travailler de la main gauche. Ouais. Après les questions. Ici, c'est une autre manière de dessiner sur l'écran, c'est de préparer des espèces de gabarits. Là, c'est fait en lino. Et ce petit gabarit qu'on voit à gauche m'a servi à faire la barque dans laquelle sont les personnages. Donc, je déplaçais cette barque petit à petit en allant appuyer ce gabarit derrière l'écran. Ça faisait apparaître cette forme de barque. Moi, c'est pas une technique que j'ai beaucoup aimé, appuyer derrière comme ça. Mais par contre, Florence l'a beaucoup développée. Donc, on va venir surtout pour construire les décors. Donc là, moi, ce que j'ai fait pour l'écran d'épingle, aussi bien sur les premiers essais que j'avais fait à Bois d'Arcy, mais on en reparlera, que pour les nouveaux tableaux animés que j'ai fait les 3 derniers, enfin
février, mars, avril de cette année. J'ai fait des gravures sur du caoutchouc pour pouvoir avoir des matières, en fait pour me fabriquer mes matières. Comme vous avez vu, on peut utiliser des verres ou des choses qui ont déjà des matières. Et moi, j'ai essayé de fabriquer mes matières. Vas-y, tourne. Et du coup, alors ça, c'est l'empreinte de la gravure que j'ai faite sur caoutchouc. Alors du caoutchouc parce qu'il ne faut pas que l'écran d'épingle puisse attraper des résidus, donc on ne peut pas graver sur du bois ou sur du... Enfin voilà, il faut que ça soit une matière propre pour pas que les aiguilles, pour pas que ça laisse des résidus, poussières ouais, et des résidus dans les écrans, parce que sinon il faut nettoyer l'écran. Enfin, de toute façon, mais... Donc ça, c'est un frottage de la matière sur papier. Sur papier. Et puis, vous allez voir, là, en fait, je crois qu'il faut... Ah oui, il faut appuyer 2 fois. Et là, en fait, vous allez voir, petit à petit, j'appuie derrière la gravure que j'ai faite et on la voit apparaître. C'est-à-dire qu'effectivement, les aiguilles rentrent dans les creux et ça fait apparaître la même gravure que celle que je vous ai... Voilà, le motif. Donc, je ne m'en servais pas pour animer des personnages. Encore que... non, je ne m'en servais pas pour animer des personnages, mais par contre, je m'en servais beaucoup pour faire les décors. Donc je m'étais fait toute une série de matières. J'ai beaucoup travaillé sur les arbres et sur la forêt. Du coup, j'ai fait toute une matière de troncs, de feuillages, et dont je me servais pour... Là, on me voit donc pareil, hein, comme travailler devant une image. Et comme vous pouvez voir, on travaille aussi... de l'autre côté. Donc, de l'autre côté de l'écran, on a l'exact négatif de ce qu'on travaille devant. Celle d'avant. Voilà. Donc, on peut voir vaguement le personnage blanc qui est noir de l'autre côté. Alors, et vous voyez, là, vous voyez les lumières. Hein. Oui, voilà. Les projecteurs qui servent de radiateur. Oui, qui servent de radiateur et qui fait qu'en fait, ça serait intéressant, par exemple, de pouvoir filmer à la fois devant et derrière, mais à cause de ces projecteurs, on ne peut pas filmer des deux côtés à la fois, ou enfin, il faudrait une installation particulière, parce que vraiment, l'autre lumière qui est à 45 degrés, elle est en hauteur et elle projette cette ombre. Et donc, quand on dessine comme ça, quand on a la main derrière l'écran, on ne voit pas notre main, forcément, parce qu'on a le visage collé à l'écran. Et là, on a toujours un petit moment de doute sur est-ce qu'on est au bon endroit. Ouais. Et moi, très souvent, je venais tâter l'écran, parce que forcément, ça fait des mini-reliefs. Enfin, ça ne dépasse pas 5 mm, le relief, mais avec les doigts, on peut tâter. Et puis, OK, mon personnage est ici, les yeux sont là, donc moi, je vais fermer les paupières, par exemple. Donc, je sais à peu près, en tâtant, où je peux appuyer avec mon petit outil. Mais c'est vraiment un truc à l'aveugle. Mais on finit par avoir de plus en plus la notion. Geste, enfin, le geste qui fait qu'on va à l'endroit. Au bon endroit. Ouais. Oui, puis après, des fois, ça arrive de faire un petit point blanc, histoire de se dire, ou un petit point noir. Non, un point noir. Pour se dire, ah bah oui, c'est là, c'est ici que ça se passe, pour bien repérer l'endroit quand c'est vraiment très très précis. Et je sais alors que ce soit Michel Lemieux ou Clémence Bouchereau qui a fait aussi un film sur écran d'épingle. On parle comme, enfin Michel pas tout le temps, ça dépend, mais ils ont quand même souffert de l'écran, de ce geste qu'il faut souvent avoir les épaules levées, donc pour travailler. Et il y a quelque chose de physique, mais qui est un peu rude. Moi, j'ai eu l'impression, enfin, j'ai pas eu trop mal, mais parce que je pense que j'arrêtais pas de bouger autour de l'écran. Et moi, j'ai trouvé l'outil, l'instrument, l'écran d'épingle très généreux, très. Ouais, j'ai adoré cet objet. Je l'ai pas pris comme un instrument de torture. Moi non plus. Et Florence, pareil, on en parlait. C'est vraiment un objet qui nous a plu, qui permet plein de choses, qui permet, avant d'avoir l'image qu'on veut, on peut venir retravailler constamment. C'est assez facile. Alors une fois que l'animation est lancée, c'est sûr que là, c'est un peu plus délicat pour revenir en arrière. Mais avant, en tout cas pour préparer l'image, la première image d'un plan, c'est vraiment un super outil. Alors quand on travaille au fusain, par exemple, on peut gommer, mais jusqu'à un certain point. Là, avec l'écran, on peut... J'allais dire, ouais.
Moi qui travaille beaucoup avec l'animation directe sous caméra, peinture, peinture pastel, j'ai fait du peinture pastel, sable. En fait, le problème, c'est quand même d'effacer l'image précédente pour passer à l'image suivante. Et il y a le problème des traces qu'on laisse ou qu'on laisse pas. Le sable, c'est quand même super difficile aussi à maîtriser parce que dès qu'on pousse, tout peut bouger d'un coup. Alors que l'écran d'épingle donne effectivement une précision incroyable à notre geste. Et pour effacer l'image précédente, c'est vraiment une des techniques les plus faciles que j'ai trouvées pour faire évoluer une image en prise de vue directe et puis en ayant exactement la trace qu'on veut, l'effacement qu'on veut, etc. quoi. Même si de temps en temps on tâtonne. Mais... Et donc c'était pas un instrument de torture, mais il se trouve qu'à cette époque-là, j'avais des gros problèmes aux épaules. Donc l'idée d'avoir tous ces gestes à faire comme ça, voilà. Donc j'ai demandé à Jean-Baptiste et à Sophie si je pouvais avoir un stagiaire, et j'ai eu un stagiaire, donc voilà ma Claire Parker. Et c'était très, très... c'était très chouette, parce qu'effectivement, je lui disais de me suivre, hein, c'est-à-dire que moi, je faisais le blanc, et puis lui, il effaçait au fur et à mesure que je faisais évoluer mon image. Et tu arrivais à être assez clair dans ce que tu lui disais pour qu'il tape au bon endroit Déjà, il comprenait bien. Ouais. C'était, voilà, on avait un bon échange tous les deux. Ça allait, il était rapide, quoi. Il était... Et puis après, des fois, c'est un peu plus difficile. Alors effectivement, il y a des fois où je dis, bon, attends, je vais le faire parce que ça ira plus vite, quoi. Mais d'une manière générale, ouais, il a fallu un peu se coordonner. Mais par exemple, il y a... je sais pas, j'ai mis le cercle. Ah ouais. Mais à un moment, il y a des arbres qui s'écroulent, donc il y a des bouts assez abstraits qui tombent. Donc moi, je dessinais ce qui tombait, et lui... De l'autre côté, il effaçait la trace du précédent. Voilà. Quoi. Et on avait aussi un système pour griser, parce qu'en fait, c'est presque comme une image... ça faisait un peu comme la pelure d'oignon. Par exemple, j'ai un truc très blanc, et puis je voulais... pour lui montrer ce qu'il fallait effacer, par exemple, je passais... Alors, on était chacun... C'était pas toujours lui qui était sous les lumières, hein, des fois j'y allais aussi. C'était pas la torture que pour lui. Mais donc, des fois, je grisais donc ce blanc, et du coup, on voyait très bien ce qu'il y avait à corriger, parce qu'on avait comme une pelure d'oignon, en fait. Moi, je sais pas si c'est très pelure d'oignon, je sais pas si certains connaissent ou pas. En fait, c'est une manière d'animer où on peut voir en transparence l'image d'avant. Donc, c'est sur ordinateur, donc ça permet de voir les étapes précédentes avant qu'on filme réellement celle qu'on va prendre, la nouvelle image. Voilà. Donc je grisais, par exemple, un carré blanc, et je disais, voilà, là, c'est celui-là qu'il faut que tu enlèves. Okay. Voilà, par exemple. Alors, du coup, on a des exemples de des petites séquences que Florence a animées. Alors, elle est telle qu'elle, elle n'est pas complètement rythmée ni rien. C'est un travail qui est un travail en cours. Donc... Donc, il faut peut-être que tu dises à quoi sont destinés ces... Merci. Et donc, moi, sur l'écran d'épingle, j'ai fait deux choses. Quand on a eu fini on y reviendra. Tu peux en parler après. Oui. Quand on a eu fini ces 3 jours avec Michel Lemieux, on a eu la possibilité, proposée par Jean-Baptiste et Sophie, de venir à Bois d'Arcy, là où était... stocker l'écran d'épingle. Oui, installer l'écran d'épingle pour faire 1 mois d'essai. Donc Pierre-Luc a fait 1 mois d'essai, il a fait un petit film sur le chien,
Et moi, j'ai fait un mois d'essai, j'ai fait un petit film qui s'appelle 25 passages des oiseaux. Et à la suite de cette expérience, et alors c'était super agréable parce que pour une fois, je pouvais arriver, enfin non, pas pour une fois, mais voilà, je pouvais arriver sur mon lieu de travail. C'est vachement loin d'aller à Bois d'Arcy, donc je réfléchissais à ce que j'allais faire dans le train en y allant. J'arrivais là où il y avait l'écran d'épingle, et puis je me disais, bon, ben là, je vais faire tel. Enfin, voilà, j'avais des images qui venaient, et puis je travaillais sur les images, et en fait, j'improvisais, quoi. J'improvisais complètement, et c'est un outil formidable aussi pour improviser, parce que voilà, on arrive, on fait une image, et puis on commence à bouger son image. Et voilà, j'avais pas de dossier à présenter, pas de storyboard à faire, je laissais juste venir les images, donc vous verrez le résultat. Et j'avais envie de renouveler cette expérience, mais du coup pas pour faire un film, mais pour faire des espèces de tableaux animés. Et Emmanuel Alain m'a proposé, quand il a laissé la galerie Millau, il voulait que je fasse une expo, et puis il m'a proposé de faire une expo, et moi je lui ai dit, mais moi j'aimerais bien ne pas montrer les dernières images des plans de mes films précédents, mais travailler sur l'écran d'épingle des espèces de tableaux animés qui feront l'objet d'une installation au FRAC Picardie à Amiens dans un an. Donc en fait, toutes les images que j'ai faites pendant 3 mois, pareil, très improvisées, c'est-à-dire arriver le matin puis me dire tiens, et avec mon stagiaire dire bah, tiens, on va faire des arbres qui s'écroulent ou je sais pas quoi, ou de l'eau qui monte, ou voilà. Et on faisait les images jusqu'à ce que le plan soit terminé. Et donc ça fera l'objet d'une installation, pas d'un film, mais d'une installation dans la salle d'expo. Et tu vas les bruiter aussi. Et je vais les bruiter aussi, parce que là, vous avez vu l'orage, il manque le bruit. Et moi, j'ai travaillé un peu de la même manière sur ce mois à Bois d'Arcy. Au début, j'y allais pour faire des tests, justement, pour voir si je voulais faire quelque chose de plus long par la suite. Et puis, j'ai commencé par animer un petit gamin qui va à une fenêtre. Et puis après, il s'est créé une histoire petit à petit. Enfin, c'est une histoire très simple, vous allez voir, je vais vous le montrer. Mais c'était génial de travailler comme ça, sans savoir où on va. Et puis voir que petit à petit, il y a quand même quelque chose qui se construit au fil des jours. Donc alors ça s'appelle Le Chien. Tout à l'heure, il n'y avait pas de son, on va voir si ça marche cette fois. Merci. Et ce qui est on va montrer, oui, on peut le montrer. Non, ce qui est formidable avant de...
Ouais. Ce qui est formidable avant de continuer, c'est de voir à quel point... Parce que moi, je me souviens quand j'ai dit que je travaillais sur l'écran d'épingle, tout le monde avait l'impression qu'on allait tous faire de l'Alexeïev et Claire Parker ou du Jacques Drouin. Et en fait, on s'est aperçu, on était quand même 8 à avoir fait ce stage, et en fait, on s'est aperçu que en fait, on crée nos propres images avec des styles qui pouvaient être très très différents, et même dans l'animation, la façon d'animer, elle nous est propre. Hein. On reconnaît bien, on reconnaît bien Père Luc dans sa façon d'animer, comme on me reconnaît bien aussi dans ma façon d'animer. Donc vraiment, c'est pas voilà, l'écran d'épingle ne nous oblige pas à faire tous la même chose, quoi. On l'a vu ça avec reste Michel Lemieux aussi, d'ailleurs, ouais. qui est pas non plus, voilà, c'est très différent. C'est plus qu'une page blanche parce qu'il y a quelque chose d'assez. Enfin, une page reste un outil et comme on disait, c'est au-delà de l'outil, je trouve. L'écran d'épingle, il y a quand même quelque chose, un corps à corps. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas un objet anodin. Il y a vraiment une notion de magie. Enfin, moi, je le trouve assez magique, l'écran. Moi, je comparais plus ça à un instrument de musique, et en particulier à un Stradivarius, voilà, parce que on lui fait jouer quelque chose, quoi. On lui fait jouer une partition. Ouais, c'est une belle image. En fait. J'aime bien l'instrument de musique. Ouais. Alors du coup, une autre séquence que tu as animée dernièrement. Toujours pour ces tableaux animés. C'est trop tard pour le noir. On peut le remettre. Voilà. Et donc, toutes les formes des arbres, c'est des formes d'arbres qui sont... pas toutes, certaines, quoi. Donc, c'est des empreintes, hein, de ces fameuses gravures qui sont découpées, donc qui en plus ont la forme de l'arbre. Et puis, mais je mélange aussi, pareil, comme je mélange à la fois des choses que je vais imprimer sur l'écran directement en poussant, et puis des choses que je dessine. C'est-à-dire, il y a certaines branches qui sont dessinées, puis dans lesquelles je vais rajouter des matières que j'ai travaillées avant. Maintenant, je peux vous montrer 2 petits extraits des Bottes de la nuit, donc qui est le dernier film que j'ai fait. On ne le montre pas en entier parce qu'il dure 12 minutes, ça serait trop long, mais... Là, tu le vois? C'est le truc noir. Oh là là, des nuages. Faut pas rester là. Vite, 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 vite! Bon, on peut laisser les lumières éteintes. Et puis du coup, en faisant ce petit PowerPoint commun, on s'est aperçu qu'on avait quand même beaucoup de thèmes, de choses en commune. Bon, la forêt, évidemment, vous avez vu, mais l'eau, la lune, les étoiles, et puis les nuages. Et il faut dire que faire des nuages sur l'écran d'épingle, c'est carrément un vrai plaisir, quoi. C'est hyper facile. Ça bouge tout seul ou presque. Donc on peut rééteindre parce que justement il y a un autre petit extrait de Florence. Qui, comme il est très sombre, c'est bien. Ouais, voilà. Super. Merci. C'est tout petit. Hop. On la rajoute. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors je ne sais pas combien de temps il reste pour les questions. Oui, justement. Ok, Est-ce qu'on le met 25 passages des oiseaux? Bon, alors 25 passages des oiseaux. Super. Donc ça, c'est 25 passages des oiseaux, c'est le petit... Enfin, c'est pareil, comme Pierre-Luc. J'ai passé un mois à Bois d'Arcy pour faire des images. Et ensuite, j'ai passé un mois pour préparer ces images, parce que justement, j'ai fait des gravures avant. J'ai fait un mois pendant les images et un mois pendant lesquels, ensuite, j'ai trouvé une façon de raconter, pas une histoire, mais de faire un petit poème animé, disons. Plus ça. Je ne sais pas si le son va être assez fort, donc on peut le passer en régie. 25 ça dure 3 minutes. Merci. Giora Friedman, qui est un des plus grands clarinettistes au monde. Ça, c'est juste une dernière photo, c'était pour conclure notre présentation. C'est pour montrer à quel point
l'écran d'épingle est précieux. Tous les soirs, avant de partir, on devait le mettre dans sa boîte de plexiglas pour pas qu'il prenne la poussière. Voilà, pour en prendre Et soin. tout le matin, on nettoyait presque tous les matins. On nettoyait l'écran. Voilà, il y a peut-être un petit temps pour les questions, du coup. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation incroyable. Je me demandais pour les bottes de la nuit, comme il y a une animation précise, un scénario et aussi des passages de dialogue, est-ce qu'il y avait un storyboard avant le film? Est-ce que vous avez utilisé, je ne sais pas, des images faites sur un autre médium avant de le transposer sur l'épinette? Alors non, moi je viens de la stop motion, donc j'ai l'habitude de me lancer un peu dans le vide quand j'anime, et je voulais surtout pas trop préparer mon animation pour me garder de la liberté. En fait, il y a quelque chose, plus ça va et plus je suis dans cette envie-là d'improviser, de me garder des moments vraiment sur l'instant. Alors j'avais le récit, j'avais le storyboard qui était assez précis, donc je l'ai suivi d'assez près. Et je voulais pas que l'anime soit préparé pour pas être dans un carcan et n'avoir plus qu'à réaliser le film en fait. Et je voulais me garder cette liberté, et la liberté je l'ai trouvée dans l'animation. Donc non, je préparais rien. Je me disais ok, ça va être difficile ce plan, et puis je me lançais. Ou alors je me disais bon là ça devrait aller. Des fois je me trompais, les plus faciles c'était pas forcément ceux que je pensais ou vice versa. Mais ouais non voilà. Mais l'écran est difficile à contraindre en fait. Hein. De toute façon. En fait, quand on se dit ah ben tiens on va faire ça avec l'écran, et des fois on s'aperçoit que c'est super difficile, et c'est exactement ce que dit Pierre-Luc, alors qu'on pensait que c'était facile. Par exemple dans le film que vous avez vu là précédemment, les lignes là, il y a les personnages qui à un moment se transforment en lignes. Et ben les lignes, c'est ce que je disais un peu au début, les lignes c'est super difficile. Donc en fait ces lignes que j'aurais faites très facilement à la peinture à l'huile sur verre par exemple, ou même au sable d'ailleurs, là l'écran, à chaque fois il faut effacer, et tout est dur quoi. Il faut effacer la ligne, la resculpter un peu à côté, et c'est beaucoup plus difficile. Que de faire justement ce que je disais aussi, apparaître des nuages ou apparaître des étoiles ou faire bouger des nuages. Là, ça devient presque... Tes reflets dans l'eau, c'était très beau. Tu faisais comment? C'est pas que je veuille garder des secrets. C'est ça, tu peux pas me dire. Mais je me souviens. Mais les reflets dans quoi? Dans le dernier, dans le 25, le dernier, là, 25 passages des oiseaux, je regardais l'eau, il y a des reflets de la lune, enfin l'eau bouge, vibre. Tu sais plus. Bon, je me souviens plus. Mais c'est pareil, ouais. Je suis tout à fait d'accord. C'est vachement agréable d'improviser le mouvement, quoi. En dehors du fait qu'il y ait un storyboard ou pas un storyboard, c'est effectivement d'improviser le mouvement, de laisser le mouvement se faire et venir comme il vient, quoi. Avec les intervalles, enfin, on peut pas intervaller sur l'écran d'épingle, c'est impossible, quoi, parce que on peut pas avoir des pauses clés. On peut pas avoir des pauses clés, on peut pas intervaller avec, on peut même les ralentis. Enfin, c'est vachement difficile à faire, de se dire ah ben tiens on va faire diminuer le mouvement petit à petit pour qu'il y ait un mouvement doux ou bien un mouvement. Je venais légèrement frotter une fin de mouvement, je venais légèrement frotter les contours du personnage, et ça faisait ralenti, un flou de ralenti. Ouais, un peu. Ouais. C'était bon. Après... Mais c'est pas c'est pas fait pour cette. Non, je pense pas. Ouais, c'est le. Bonjour, du coup question un peu informée, dans la mesure où, par exemple pour toi Pierre-Luc, ton film, je pense que c'est la même chose pour les autres réalisateurs et réalisatrices qui ont travaillé sur l'écran d'épingle, tu dois faire tout à la suite, tous les plans du début en tout cas à la fin. Comment sont pris en charge les retouches éventuelles qu'il peut y avoir à faire sur un personnage qui aurait évolué dans son design, dans sa façon d'être dessiné au fur et à mesure du temps, quoi. Effectivement, vu que le tournage a duré 1 an, mes personnages ont un peu changé de tête au fil du temps. Est-ce que tu fais dans l'ordre? Alors j'ai commencé le film, pour ceux qui ont vu Les Bottes de la Nuit, je l'ai commencé par le plan où on voit la porte s'ouvrir et on voit l'ombre de l'enfant. Et à partir de là,
Oui, on voit les bottes. Et à partir de là, j'ai suivi l'ordre. Donc il manquait toute la séquence de début du repas, et ça, je l'ai tourné à la toute fin. Et, et mes personnages, petit à petit, ont eu les yeux de plus en plus gros, enfin surtout l'enfant. Et au début, je les laissais plus petits, les yeux. Et là, après, j'étais gêné. Je me disais, OK, alors soit il faut que je fasse des yeux plus petits pour ceux de la fin, soit il faut que je grossisse. Du coup, il y a quelques plans, peut-être 3 ou 4 plans, où j'ai refait que les yeux du personnage, donc en copiant l'animation que j'avais fait préalablement, et je redessinais sur l'écran. Donc l'écran était tout blanc, il n'y avait que 2 petits points noirs, plus gros. Et au compositing, on a remplacé ces points noirs, on les a mis par-dessus l'animation que j'avais fait, juste pour qu'ils aient l'œil un peu plus grand, comme je les avais dessinés à la fin. Donc c'est ce genre de choses. Il y a très peu de plans composités. Il y en a peut-être 6, justement, pour des petites erreurs d'animation comme ça, des petits trucs ou de design. Et il n'y a qu'un seul plan que j'ai refait réellement. C'est la première fois qu'on voit la bête dans la forêt, en gros plan. Et là, vraiment, la bête, pareil, elle avait trop changé pendant un an. Et je dis, non, si je la laisse telle qu'elle est. Donc j'ai refait le plan là en entier, en redessinant le décor. Mais c'était un plan assez facile, et j'avais le temps. Il me restait une semaine avant la fin, à cyclique. Et en fait, pour 25 passages des oiseaux, j'ai fait pas mal de compositing. Et c'est extrêmement facile de faire du compositing sur l'écran d'épingle parce que rien ne bouge. Enfin, en tout cas, à Bois d'Arcy, rien ne bougeait. Là, ça bouge un peu plus. Mais rien ne bougeait. Et du coup, on a vraiment, quand on fait du compositing, on a vraiment les aiguilles exactement à la même place, quoi. Ça ne bouge pas. Et du coup, et comme en plus c'est très contrasté, on peut facilement faire des coupes qui ne vont pas se voir. Et pareil, quand on fait des bords un peu flous, ça se mélange, ça se mélange très très bien. Du coup, voilà, c'est très facile de faire du compositing avec l'écran d'épingle. Et Michel Lemieux en avait beaucoup fait aussi sur Le Grand Tailleur et Le Petit Ici, par exemple. C'est vraiment... Oui. Pardon, de nouveau une petite question de novice pour la technique. Vous pouvez nous réexpliquer, c'est-à-dire à chaque geste, vous prenez un cliché. Oui. Donc ça va faire pardon, des milliers d'écrans d'épingle alors, pour faire un petit cours. Parce que à 24 images par seconde, vous allez faire quoi ? 24... On va faire 24 photos. Souvent, on va prendre plusieurs fois la même photo. Moi, je me suis aperçu que l'écran d'épingle supportait tout à fait de faire 3 fois la même photo. Ça veut dire 8 positions par seconde. Il y a toujours les 24 images secondes, mais il y a 8 positions, 8 dessins différents, disons. 3 x 8, 24. Voilà. Et il y a beaucoup de plans des bottes de la nuit qui sont animés à 3. Il y en a des fois à 2. Et puis j'animais à 24 positions par seconde réellement quand c'était la petite bête qui faisait des gestes très vifs quand elle saute ou des trucs comme ça. Mais l'écran, il supporte tout à fait le 3, le 8 positions par seconde. Je pense que c'est peut-être pareil pour toi, Florence. Ouais, c'est pareil. Titanesque alors. De toute façon, mais quelle que soit la technique d'animation, l'animation, c'est un peu un boulot. C'est toujours long et laborieux, mais c'est quand même super. Faut supporter d'être dans le noir, d'avoir trop chaud. Le pire, c'est l'hiver parce qu'on entre dans la pièce, il fait nuit dehors et on ressort de la pièce, il fait nuit dehors. Et là, on dit, oh là là, où est le jour ? Oui, mais on a pu profiter de 45 degrés à l'ombre. Voilà, c'est vrai. Bonjour. Oui. Merci beaucoup pour vos projets. Moi, ma question, c'est si on est intéressé par cette technique donc de l'écran d'épingle, comment on fait pour pouvoir peut-être y avoir accès ? C'est quoi le processus finalement pour pouvoir le pratiquer, surtout que j'ai entendu dire aussi qu'il allait y avoir ou qu'il y a eu la fabrication de nouveaux écrans qui sont, je crois, plus petits, si je ne me trompe pas. Non, ils ne sont pas forcément plus petits. Alors, je pense que pour utiliser l'écran d'épingle d'Alexeïev, c'est assez compliqué, parce qu'on est... Je sais pas, il faudrait que ce soit Jean-Baptiste qui explique ça. Il n'est pas loin, il peut peut-être... mais on est un peu prioritaires, ceux qui ont fait ce stage, et on était 8, et on n'a pas tous fait un film avec. Donc l'idée, c'était que chacun fasse son film, mais bon, je ne sais pas trop où ça en est, il va nous dire. Mais par contre, effectivement, il y a Alexandre Noyer, qui a voulu, qui s'est passionné pour cet écran d'épingle, et qui a refait un écran d'épingle avec des techniques plus modernes, qui n'empêche pas qu'il faut enfoncer dans chaque trou
l'épingle et qu'il y a 200 000, 300 000 épingles à enfoncer à la main, ce que faisaient aussi Alexeïev et Claire Parker. Oui, bonjour. Donc oui, l'écran, comme vous l'avez précisé, en fait, l'écran du CNC, enfin l'écran XF Parker, c'est un outil patrimonial, donc il est très fragile. Donc effectivement, on peut pas l'utiliser, on peut pas le donner comme ça à animer aux personnes de bonne volonté qui voudraient le faire. Il y a quand même une formation, il y a un préalable. En plus, on a choisi donc 8 personnes il y a maintenant 10 ans sur la base d'un appel à candidature, et puis ces 8 noms ont émergé des autres, et voilà. On arrive presque à la fin, soyez encore un tout petit peu patient. Florence vient de passer son tour, entre guillemets, enfin voilà, Pierre-Luc aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils en referont pas d'autres, mais bon. Il reste Florentine Grelier, Cerise Lopez, qui ont toutes les deux des projets en cours de développement. Florentine va revenir à Bois d'Arcy, finir son mois de résidence, faire sa recherche d'images pour son dossier. Cerise a déjà fait des tests d'animation et donc est en cours de financement pour son projet. On espère que tout ça va arriver dans les 2 ou 3 ans à venir. Et il restera le premier de tous, qui sera en fait le dernier, à savoir Nicolas Ligori, qui voulait depuis 2008 faire un film sur écran d'épingle, et qui n'a pas eu encore l'occasion malheureusement, mais qui a eu la chance d'animer sur l'écran canadien, puisque c'est lui qui a fait toutes les animations assez complexes sur le tableau de Michel Lemieux. Si vous avez vu ce film-là, tous les rochers, toute l'eau, etc., c'est lui qui l'a fait. Donc bon, voilà. Par contre, il n'a pas eu encore l'occasion de faire. Il a fait quelques travaux aussi sur son mois de résidence. Ça, c'est une chose. Donc, par correction pour toutes ces personnes-là, autant c'est premier arrivé, premier servi dans le groupe des 8 personnes qu'il y a, et donc on ne sait pas si c'est Florentine ou Cerise qui arrivera en premier, ou alors si Nicolas arrive demain à dire j'ai un projet, j'ai un financement, j'ai tout, je prends l'écran. Bon voilà, ça c'est notre tambouille interne, enfin je veux dire, et puis bon voilà. L'intérêt est d'avoir des films sur écran d'épingle sur cet instrument-là, au maximum des projets aussi bien d'illustration que d'exposition. Alexandre Noyer a réussi à refaire des écrans d'épingle, ce que personne au monde n'avait réussi à faire avant lui. Il y avait beaucoup de projets. Là, ce sont des tubes. C'est une technique qui est propre à Alexeïev Parker. Il a repris exactement la même trame, c'est-à-dire une trame en quinconce. C'est le même principe d'ombre portée sur une surface blanche, sauf que lui, c'est des plaques qu'il a perforées de manière industrielle. Et donc, il revend ses écrans. Donc ça c'est super, parce qu'en fait il est loup, il fait des ateliers, donc en fait il démocratise énormément la technique, ce que nous malheureusement on ne peut pas faire, avec toutes les contraintes patrimoniales et administratives que l'on a. Et surtout c'est que lui il en a plusieurs, donc il en a vendu plusieurs. Je sais que l'Institut Sainte-Geneviève en a acheté un en kit, ils sont en train de le monter, et effectivement il en a aussi eu l'intelligence de faire des écrans de toutes tailles différentes. Ça, c'est un écran de 277 000 épingles. Il en a fait à 10 000, 100 000, 200 000, et il est même monté jusqu'à 300 000 épingles. On a eu à Bois d'Arcy, d'ailleurs, pour les tests de Cerise, on avait d'un côté, dans la même pièce, cet écran-là, et l'écran aussi d'Alexandre, donc pratiquement vis-à-vis, en tournage pour les tests d'animation. Alors la résolution est quasiment la même, la trame n'est pas tout à fait la même, celle-là elle est irrégulière, ça donne beaucoup de charme, celle d'Alexandre est très régulière, mais c'est pour ceux qui ont vu quelques films tournés à partir des écrans fabriqués par Alexandre, c'est tout aussi magique. Donc voilà, donc moi je vous encourage, il a un site internet, Alexandre Noyer, et il loue ses écrans, si vous voulez vous essayer là-dessus, aucun problème. Ce qui n'empêche pas ensuite de tenter l'aventure un jour quand on refera un appel à candidature, j'espère, avant 2030. Voilà, ça va être la dernière question. Juste, il y a un seul écran d'Alexandre Noyer qui a été acheté en France, donc par l'Institut Sainte-Geneviève. Quand il sera prêt, l'Institut Sainte-Geneviève va mettre en place des résidences lorsque l'écran sera disponible. Donc à suivre, il y aura un appel à résidence pour les jeunes intéressés. Merci. Allez, la dernière.
Oui, en fait, c'était une question pour chacun de vous. Pour Pierre-Luc, dans votre film, est-ce que vous passez de l'autre côté de l'écran quand il sort par la porte, on a le mur en noir et puis ensuite il y a le mur en blanc? Alors non, c'est vraiment juste l'effet de l'écran. Enfin, mon écran était noir et puis j'ai fait cette transformation, mais sans qu'on passe. J'ai cru que vous passiez de l'autre côté. Non, non, justement pas. C'est pas l'écran qui tourne, c'est juste moi. Toutes les épingles étaient sorties et en quelques images, je l'ai passé au blanc, quoi, en faisant comme si c'était la caméra qui tournait. Enfin, l'écran permet ça, une liberté de mise en scène qui est vraiment surprenante. Quand on travaille en volume avec des marionnettes, c'est très difficile de faire ce genre d'effet, de faire apparaître ou disparaître un décor, par exemple. Là, l'écran, c'est l'outil parfait. Mais t'as la forêt aussi qui apparaît. Oui, ou la forêt qui apparaît. Et même les entrées de champs de personnages sans qu'ils apparaissent comme ça. Et c'est aussi pour Florence, la question, c'est aussi l'autre côté de l'écran. Quand vous disiez que le stagiaire était un peu votre Parker, est-ce que Alice Parker était... Claire Parker était stagiaire ou est-ce que... Ah non, non. Non, parce que je crois que Michel Oslo m'avait rappelé qu'on disait toujours les écrans d'Alexeïev, mais qu'on oubliait toujours de dire Parker. Et là, c'était pas parce que vous aviez mal à l'épaule, mais l'idée du binôme ou du tandem pour être de chaque côté de l'écran, est-ce que ça peut être intéressant aussi ? Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que des fois c'est difficile mais moi, je pense que si j'avais pas eu mal à l'épaule, je l'aurais fait seul. Parce que après, il était super content de pouvoir toucher cet écran d'épingle et tout. Il a une dérogation exceptionnelle. Il a eu une dérogation exceptionnelle. Il a vachement bien travaillé, donc je pense qu'il pourra peut-être présenter sa candidature quelque part un jour ou à Sainte-Geneviève. Mais en fait, on s'habitue assez vite à être un peu, pas des deux côtés de l'écran, mais enfin dans la tête des deux côtés de l'écran, quoi. Et ça va vite. Et après, il y avait des choses qui étaient beaucoup plus simples quand il y avait quelqu'un derrière à qui je pouvais dire, voilà, tu fais disparaître ça, tu grises ça pour que je puisse, moi, redessiner du blanc dedans, etc. Donc c'était bien. Et Claire Parker, je pense que Alexeïev était quand même le réalisateur et Claire Parker devait être plus comme une assistante. Mais après, elle a vraiment participé à la conception de l'écran, quoi. Je pense que c'est énormément grâce à elle qu'ils ont fini par trouver ces solutions de tubes et quand on voit en même temps, quand on voit des extraits du travail en commun, c'est Alexeïev qui guide, quoi. Oui. Comme je pouvais le faire avec Kezia, qui était mon stagiaire. C'était moi qui guidais, quoi. Non, en fin de compte, c'était pas la dernière. C'est moi qui vais la poser, la dernière. Pierre-Luc, si tu permets. Tu dis un truc je sais plus, je l'ai lu. Tu dis qu'en fin de compte, ce film, tu n'aurais pas pu le faire autrement qu'avec cette technique de cinéma d'animation. J'aimerais que tu nous dises pourquoi. Qu'est-ce que cette technique, elle a apporté à ton scénario, à ta mise en scène ? Elle a déjà apporté les images que j'avais en tête. Enfin, comment dire ça par exemple, j'ai fait le storyboard. Je voulais, dans le dossier de subvention, on essaie de faire des images qui ressembleraient à peu près à ce que serait le film final. Et j'étais incapable de faire les images je me disais, ok, ça sera mieux sur écran. Et je le savais pertinemment parce que j'avais fait le chien, donc je pouvais imaginer que ça se passerait mieux. Et effectivement, une fois que j'étais devant l'écran pour les boîtes de la nuit, les images de clair-obscur que j'avais dans la tête, j'arrivais à les réaliser sur l'écran d'épingle. Et puis des fois, ça allait au-delà de ce que j'imaginais, justement. Il y a une manière de dessiner où je dessinais ma forêt, tout était très contrasté, noir et blanc, que ce soit les avant-plans ou les arrière-plans. Et puis j'avais un outil en verre assez gros, assez épais, je venais frotter. Et puis, d'un seul coup, certaines parties de la forêt passaient en arrière-plan. Et ça, j'adorais ce moment-là très subtil de l'écran, où d'un seul coup, ok, là, j'ai vraiment la forêt dans sa profondeur, dans tout ce qu'elle évoque. Et en dessin, moi, j'arrive pas à faire ces dessins-là. Donc, c'est ce que l'écran m'a apporté, c'est cette richesse et cette profondeur que j'ai du mal à obtenir en dessinant. Il y a rien qui est comparable, en fait.
on fait des images qu'on ne pourrait vraiment pas faire autrement. Enfin, C'est peut-être justement avec la manière noire, on pourrait les faire avec la manière noire et encore. Mais il y a rien qui... Parce qu'avec la manière noire, je ne pourrais pas enfoncer, par exemple, des gravures dedans, quoi. Donc il faudrait que je dessine les matières. Donc il n'y a rien qui est comparable avec ce qu'on peut obtenir avec l'écran d'épingle. Et effectivement, c'est ça, quoi. C'est des... J'ai récupéré l'instrument de Pierre-Luc il est trop bien. il était trop bien, qui fait des grilles. Et c'est un instrument en verre plat, quoi. Et effectivement, une fois qu'on a fait c'est exactement ça. On ne peut pas le faire autrement. Et c'est magique, Ouais. ce moment-là. C'est- Vraiment, il ouais. y a un truc, waouh, ça prend toute sa On dimension. veut d'un seul coup, atténuer un noir et hop, on passe ce truc plus ou moins doucement et hop, le noir s'atténue aussitôt, quoi. Et ça, c'est parce que, alors ça pourrait ressembler un peu au sable parce que le sable a une trame qu'on travaille, mais pour obtenir des grilles aussi subtiles avec du sable, c'est pas possible, quoi. Parce que pour obtenir un gris clair avec du sable, il faut qu'il y ait moins de sable. Alors que là, c'est pas moins de trame, c'est une trame qui est plus enfoncée. Ouais, voilà. Donc. Merci à vous, c'était passionnant. Bon, Merci comment vous beaucoup. restez là, vous restez là jusqu'à la fin.